C'est donc la suite de notre semaine spéciale préparation du bac. Pendant 15 jours, France Culture vous accompagne dans vos révisions. Après les SVT hier, c'est au tour de la physique-chimie aujourd'hui avec un dispositif nouveau cette année. Des élèves en studio accompagnés de 2 professeurs correcteurs, un tableau noir s'il vous plaît, 2 exercices préparés et corrigés en direct, le tout en audio et en vidéo pour réviser la physique-chimie. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur le moteur à propulsion ionique, sur la trajectoire de la planète naine Cérès dans la ceinture d'astéroïdes et sur la recherche des briques élémentaires du vivant dans l'espace, le tout dans le moindre détail pour être sûr de décrocher votre bac mention France Culture. Physique-chimie mention France Culture, c'est le programme de bachotage qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Dispositif spécial donc que vous pouvez suivre d'ores et déjà ou dans les quelques secondes qui viennent en vidéo, en direct sur le fil Twitter de France Culture qui sera évidemment repris par notre fil, celui de la méthode scientifique, le compte @laméthode_fc. Nous accueillons donc aujourd'hui pour passer cette épreuve anticipée de physique-chimie puisque la véritable aura lieu cette année le 20 juin. Hélène Mercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur dans le groupe scolaire Sophie Barra à Châtenay-Malabry. Michel Fay, grand revenant de l'année dernière, bienvenue en deuxième saison. Merci, de retour. Professeur retraité au lycée Louis-le-Grand et directeur de la préparation aux Olympiades de chimie. Et nos 2 lycéens qui nous viennent du lycée Louis-le-Grand à Paris sont Margot Devineau, bonjour. Bonjour. Et Mickaël Vialet, bonjour. Bonjour. Merci à tous les 4 d'être ici. Tout au long de l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques, vos commentaires. Nous tâcherons d'y répondre bien en direct via notre fil Twitter @laméthode_fc. Et pour commencer, eh bien, peut-être un mot d'abord général sur l'épreuve de physique-chimie, sur sa structure, sur sa présentation. Comment elle se présente cette épreuve, Hélène Mercier ? Donc vous avez 3 exercices, 2 exercices principalement de tronc commun qui est noté sur 15 points, et puis un 3e exercice qui peut être soit de tronc commun, soit de spécialité sur 5 points. Sur ces 15 premiers points, donc en général, il y a souvent un exercice un peu plus long, donc sur une dizaine de points, et puis un exercice un peu plus court qui est... Donc ces 2 exercices sont soit sur la physique, soit sur la chimie, et ils balayent l'ensemble du programme. On trouve très souvent de la mécanique, des rayonnements, tout ce qui touche en chimie au spectre infrarouge et RMN, chimie organique, réactivité, etc. D'accord, donc ce sont en fait des grands thèmes qui vont aborder, Michel Fay, plutôt différents points du programme. Il y a des points qui reviennent quasiment tous les ans. Pratiquement, on peut dire que c'est extrêmement rare une épreuve de bac sans mécanique. C'est pratiquement un incontournable. Après, en chimie, on peut dire c'est rarement qu'il n'y ait pas de dosage. C'est un point important avec la chimie orga, qui sont les 2 points principaux du programme de terminale en chimie organique. Je me retourne vers Margot Devineau et Mickaël Vialet. Il y a des éléments du programme, vous, cette année, qui ont été plus complexes à appréhender, qui vous ont posé plus de problèmes que d'autres, Margot ? Moi, un peu la mécanique, parce que y a pas mal de formules et de règles à connaître. Et la chimie, c'est un peu pareil, il y a beaucoup de nomenclature et de formules à savoir, donc c'est un peu précis. Comment vous avez fait du coup pour réviser ces parties un peu plus compliquées ? Comment vous les avez appréhendées ? Faire des fiches et des exercices, parce que ça revient à peu près tout le temps, et donc faut juste s'entraîner. Mickaël ? À peu près pareil pour réviser tous ces chapitres. J'ai passé les concours, donc il fallait vraiment que je sois à bloc sur mes formules. Donc, les concours de classe préparatoire ? Non, pour les écoles d'ingé. D'accord. Donc j'ai passé ces concours, j'ai appris tout mon cours et puis voilà, c'est l'entraînement. Hélène Mercier, peut-être un mot justement quand il y a une partie du programme qui est plus difficile à appréhender, vous avez un truc pour aider justement, pour changer l'approche, pour éviter de dépasser, pour réussir plutôt à dépasser les obstacles ? Alors en effet, c'est essayer de toute façon d'aller voir les annales, de retrouver différents sujets qui abordent le même thème d'un angle différent et s'entraîner. Il n'y a pas de secret, il n'y a que ça, apprendre son cours, s'entraîner tout le temps. Michel Fay. Et aussi, c'est bien de mettre cela dans toute une histoire. Et c'est vrai qu'il y a une histoire avec le problème, tout passe nettement mieux. Ça sera dire le cas des exercices qui ont été dit aujourd'hui. On va en parler dans un instant. Peut-être un mot d'abord pour bien comprendre ce qu'on attend exactement des lycéens et, au moment où on leur transmet cette épreuve. Quel est le but ? Qu'est-ce qui a écrit en gros au bulletin officiel ? Qu'est-ce qu'on veut pouvoir constater sur une copie d'un élève ?
Alors, on veut constater évidemment que les phénomènes physiques et les notions ont été globalement comprises, qu'on soit capable aussi de mettre à l'écrit un raisonnement logique et rigoureux, et qu'on fasse attention en effet à toute la précision qu'on attend d'un physicien, de la rigueur qu'on attend d'un physicien quand il fait des expériences. C'est-à-dire qu'on cherche à montrer, à observer finalement le déroulement d'une méthode, d'une méthodologie scientifique, puisqu'on est dans cette édition et qui s'appelle la surtout méthode scientifique. l'idée, comme le bac, c'est le premier diplôme du supérieur, avoir des élèves aptes à rentrer dans l'enseignement supérieur. C'est vraiment le but qu'on recherche. Alors, on va parler des 2 exercices que vous avez choisis pour venir aujourd'hui les résoudre en direct à l'antenne. Comment est-ce que vous les avez choisis? Pourquoi ces exercices, Hélène Mercier? Alors, nous avons choisi ces exercices parce qu'ils balayent justement un petit peu tout le programme, aussi bien en chimie qu'en physique, avec vraiment les grandes notions qui reviennent le plus souvent. Donc, en mécanique, on retrouve véritablement donc une bonne portion de mécanique dans le premier exercice, un petit peu de rayonnement, et puis dans le deuxième exercice, on aborde aussi bien la partie titrage dont parlait Michel Fay tout à l'heure, et puis la partie justement chimie organique, avec les spectres notamment. Michel Tout Fay. cela dans le cas d'une belle histoire. C'est l'histoire d'une sonde, Dawn, l'Aube, qui a été lancée en 2007 et qui va nous permettre d'étudier la ceinture d'astéroïdes. Et donc, en particulier, le premier astéroïde qu'on a découverte, c'était la planète Cérès, et qui a été découverte le 1er janvier 2001 à l'aube du 19e siècle. Ça tombe très bien pour la sonde Dawn. Allez, Voilà. c'est parti. France Culture révise le bac avec la méthode scientifique. Pourquoi Star Wars sur France Culture à 16h08 pour réviser le bac et les épreuves de physique-chimie? Eh bien parce que nous attaquons ce premier exercice tiré de l'épreuve de septembre 2018 intitulé Voyage dans la ceinture d'astéroïdes, comme vient de le dire Michel Fay. C'est un exercice noté sur 11 points et je vais vous en lire l'énoncé qui est issu d'un livre d'un camarade de la méthode scientifique, d'un partenaire de route, Roland Lehoucq. Voici donc le petit texte qui introduit l'exercice. Le moteur le plus courant de l'univers du film Star Wars, donc, d'où la musique, est un propulseur ionique. Il est amusant de constater que cette technologie a déjà été réellement utilisée. La sonde Dawn avait pour mission d'étudier Vesta et Cérès, les 2 principaux corps de la ceinture d'astéroïdes. C'est grâce à ces propulseurs ioniques qu'elle a pu passer d'un astéroïde à l'autre. Le principe du moteur ionique consiste à ioniser un gaz inerte comme le xénon, c'est-à-dire à produire des ions à l'aide d'un fort courant électrique. Ensuite, un champ électrique intense accélère les ions produits qui, éjectés par une tuyère, propulsent le vaisseau dans la direction opposée à leur flux. Ce mode de propulsion est très économe. À puissance égale, un moteur ionique consomme 10 fois moins de combustible qu'un moteur de fusée classique. Cependant, les moteurs ioniques actuels ne produisent que des accélérations assez faibles et sont tout à fait incapables d'exécuter les acrobaties que réalisent les chasseurs interstellaires de Star Wars. Voici donc pour le petit texte d'introduction. Ensuite viennent les données et les problèmes à proprement parler. Quand on arrive à l'épreuve, qu'on a lu, qu'on a ce texte devant les yeux, qu'est-ce qu'on peut commencer à en penser? Quelles sont les principales notions qui apparaissent auxquelles il va falloir faire référence, Michel Fay? Eh bien, première chose, il va falloir créer des ions. Comment va-t-on créer les ions? On va retrouver, c'est une partie du cours très classique, comment on fait pour arracher un électron, un atome pour créer un ion. Après, il va falloir l'accélérer. L'accélérer, un corps chargé, c'est par un champ électrique. Et à la fin, on va l'accélérer et on aura donc la vitesse. Et on pourra donc à quelle vitesse va le vaisseau. On verra, c'est une vitesse très lente au départ. Hélène Mercier, un mot justement sur les principales notions qu'il va falloir, dont on voit qu'elles sont invoquées dans ce petit énoncé. Quelle partie du programme, à quelle partie du programme ça correspond? Donc la première partie sur la ionisation, donc tout ce qui est justement énergie, rayonnement dans la matière, donc avec justement la constante de Planck dont vous aviez parlé tout à l'heure, un petit peu d'ondes électromagnétiques avec la position justement de la longueur d'onde nécessaire correspondante à l'énergie. Et puis après, vraiment la partie pure mécanique, le travail, les forces, etc.
Alors on peut dire d'ores et déjà, donc ça c'est le premier texte d'introduction qui donne le cadre, hein, le cadre culturel et théorique dans lequel va se... Approchez-vous un peu du micro, Michel Fay, dans lequel va se situer cet exercice. Il y a un certain nombre de données qui sont aussi données immédiatement, qui sont fournies immédiatement après ce texte. Quelles sont-elles, Michel Fay? On a la constante d'Avogadro qui va permettre de passer de la masse molénaire à la masse de l'atome, la constante de Planck qui sera nécessaire pour passer de l'énergie à la longueur d'onde, la charge électrique élémentaire qu'en général tout élève connaît, et bien sûr, c'est les principes, et on va donner bien sûr la masse atomique du xénon. Alors, nous allons donc relever les manches. Enfin, c'est vous qui allez relever les manches, Margot Devino et Mickaël Vialet. Donc, dans cet exercice, on étudiera le principe simplifié de la propulsion ionique, puis dans une partie indépendante, on déterminera la masse de l'astéroïde Cérès. On va donc commencer par le principe de la propulsion ionique. Je précise que, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous ne venez pas du tout du lycée Louis Grand. Ça, c'est Michel Fay qui a bossé. Mais non, vous venez au contraire du même établissement qu'Hélène Mercier, c'est-à-dire le groupe scolaire Sophie Barra à Châtenay-Malabry. Désolé pour cette petite erreur initiale. On commence donc par ce premier exercice. Comment est-ce que vous l'avez abordé, Mickaël? Eh ben, tout d'abord, je l'ai lu. Ce qui est une bonne chose. Voilà. Vous l'avez lu d'abord en entier, c'est-à-dire vous avez lu toutes les questions. On regarde les questions qui nous paraissent simples, auxquelles on peut répondre facilement. Donc, on met des petites croix sur le côté. Ce que j'ai fait aussi, j'ai fluoté le sujet pour faire ressortir les informations qui me paraissaient nécessaires. Alors, qu'est-ce que vous avez stabiloté ou sur lequel vous avez fluoté, comme vous dites? Voilà, sur la propulsion des ions, sur les données, les valeurs qui me semblaient importantes, les valeurs correspondantes aux questions que nous allons traiter. Donc, globalement, j'ai fait ça. Puis ensuite, je me suis lancé. Très bien. Margot, vous, comment vous y êtes prise? Moi, à peu près pareil. J'ai lu l'exercice. J'ai mis en évidence les données pour savoir où elles se trouvaient dans l'énoncé, pour être sûr de ne pas les rater. Et après, on lit les questions et on regarde comment ça va se passer. On va dérouler l'exercice au fur et à mesure, mais est-ce que d'emblée, sur ce premier exercice, on va rester juste sur la première question, sur la propulsion ionique, on verra pour Cérès plus tard. Est-ce qu'il y a des difficultés qui vous sont apparues immédiatement, Mickaël? Pas particulièrement, c'est quand même... ce sont des questions assez classiques, c'est ce qu'on fait en cours. On a fait beaucoup d'exercices de ce type, donc j'étais assez prêt pour aborder les questions. Pas de difficultés apparentes, Margot, vous? Des choses un peu plus pareilles? Non, ça fait une bonne révision. Donc, voilà. Alors, on va commencer la propulsion ionique. Il y a un petit schéma initial. Alors, on vous a mis, évidemment, comme toujours, l'exercice et le texte exact et complet de l'exercice sur le fil Twitter @laméthode_fc, que vous puissiez le visualiser. Qu'est-ce que c'est que ce premier schéma, Michel Fay, sous la première question, la propulsion ionique, que je vais le montrer, regardez, hop, ici aussi, pour les gens qui sont sur Twitter et qui regardent la vidéo. Allez-y. Première partie, qu'est-ce que c'est que ce schéma dans le schéma, c'est le schéma de principe du moteur ionique. Première partie, la chambre pour ioniser les atomes, pour avoir des ions. Première partie. Deuxième partie, comment on accélère les ions, parce qu'au départ, ils ont une vitesse nulle. Et la fin, troisième partie, l'éjection des ions, et par le théorème on va voir, nous permet de connaître la vitesse qu'ils vont avoir. Donc ça, c'est le schéma de principe simplifié d'un moteur ionique. Je lis la suite, enfin en tout cas le début de l'énoncé de la première question. Les ions xénon créés sont accélérés entre les grilles A et B, que vous venez de décrire donc par un champ électrique E supposé uniforme. À la sortie de la chambre d'accélération, un dispositif appelé neutralisateur transforme les ions xénon en atomes de xénon afin de maintenir la charge électrique globale de la sonde Down constante. Et question 1.1, l'énergie d'ionisation d'un atome est l'énergie minimale nécessaire pour arracher un électron de cet atome. Dans le cas du moteur ionique, le mécanisme d'ionisation est fondé sur des processus physiques complexes. On étudie ici un mécanisme plus simple au cours duquel le xénon est ionisé par une radiation lumineuse. D'où la première question. L'énergie d'ionisation d'un atome de xénon est égale à 12,1 électronvolts. Calculez la valeur maximale de la longueur d'onde de la radiation qui permettrait l'ionisation d'un atome de xénon en ion Xe+. Mickaël, comment est-ce que vous résolvez ça? Donc voilà. Donc en gros, pour ioniser un atome, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une énergie seuil, je dirais. Donc ici, c'est 12,1 électronvolts pour qu'il puisse
éjecter un électron pour que on termine avec un ion xénon plus. Donc, tout d'abord, on pense directement à l'expression E égale h nu, qui est égale à hc sur lambda, avec lambda la longueur d'onde, ce qui nous intéresse. Du coup, on va envoyer Michel Fay au tableau et comme ça, il va pouvoir commencer à écrire et vous allez avoir les équations en direct. Donc voilà. HC sur lambda. Donc, qui est égal à hc sur lambda. C'est vous qui dictez au prof, c'est magique, non? Voilà, ça commence bien. Donc, on a une énergie en électron-volts qu'on nous a donné dans l'énoncé, et comme on travaille dans les unités du système international, on va convertir ces électron-volts en joules. Donc, en le multipliant d'après l'énoncé par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Ça, ce sont donc les données qui vous sont fournies sont dans l'énoncé. Voilà, un électronvolt égale l'équivalence en joules, ce que vous venez de dire. Voilà. Et ainsi, on arrive à l'expression lambda est égal à hc sur E. Et on calcule pour arriver à une longueur d'onde de 103 nanomètres. Voilà, donc on arrive à une longueur d'onde de... Michel Fay efface la méthode scientifique, on dégage la méthode scientifique, c'est la physique-chimie maintenant. On voit en train de se faire exproprier du tableau. Donc il faut faire attention principalement à l'écriture scientifique. Donc avant d'écrire en effet le 103 nanomètres, on va écrire le 1,03 10 puissance moins 7 mètres. Pour pouvoir donc faire attention aux chiffres significatifs, on regarde l'écriture scientifique et surtout pas oublier l'unité à la fin. L'unité de mesure, hein, ça, on ne le rappellera jamais. L'unité est 1, 2, 3 chiffres significatifs. Voilà. Car toutes les données étaient avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 chiffres significatifs. Tout à fait, puisqu'on avait même 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Ce sont les trois chiffres, il faut faire attention à ne pas en oublier un en route. On continue avec vous, Michael. Dans quel domaine d'ondes électromagnétiques se situe cette radiation? Alors là, on demande plus de la justification et moins de l'équation. Donc là-dessus, ce à quoi j'ai pensé tout de suite, c'est le domaine visible se situe entre 400 et 800 nanomètres. Donc avec 400, avec au-delà de 400 les ultraviolets et au-delà de 800 les infrarouges. Donc ici, on constate que c'est plus petit que 400, donc on se situe dans le domaine infrarouge. Ultraviolet. Ultraviolet. Très bien. Donc ça, c'est pour la première question. Un mot à rajouter sur peut-être là-dessus, sur cette réponse-là, Hélène Mercier. Il faut juste vraiment faire exactement comme vient de faire Michael, c'est-à-dire bien justifier, bien expliciter. Oui, pas besoin forcément de faire une grande phrase, simplement un petit schéma, positionner la longueur d'onde et puis donner la conclusion. Ça fait gagner du temps et ça permet de dégager du temps pour le reste. Le schéma que vient de faire Michel Fay au tableau. 103, plus petit que 400, on est bien dans les UV. On est dans les UV. Je vous rappelle que vous pouvez suivre évidemment cette émission en direct sur le fil Twitter de France Culture en vidéo, où vous avez accès donc au tableau et à tout ce corrigé complet. Mais vous pouvez tout aussi bien continuer à nous suivre à la radio. On va passer à la suite avec vous, Margot. L'accélération des ions xénon, c'est la question 1.2. Montrer que la masse d'un atome de xénon vaut m égale 2,18 10 puissance moins 25 kilos. Donc on vous donne la réponse et on cherche le raisonnement pour aboutir à cette réponse. Comment avez-vous procédé? Donc là, j'ai procédé en utilisant la masse molaire du xénon qui est donnée dans l'énoncé. Dans les données, la constante d'Avogadro. Parce qu'on sait que la masse molaire, c'est la masse de l'atome multipliée par la constante d'Avogadro. D'accord. Donc on arrange l'expression pour avoir la masse exprimée en fonction de la masse molaire sur la constante d'Avogadro. Et on retrouve donc le résultat... si on ne s'est pas trompé dans le calcul, le résultat donné sur l'énoncé. Donc là, ces questions, c'est vraiment des questions type où en fait, c'est plus la démarche qui compte que puisqu'on a déjà les réponses en fait. Il faut tout de même développer le calcul, Michel Fay, ou il suffit de... Voilà. C'est très simple, là, c'est vraiment... On fait de la seconde. Juste un point, Nicolas, tu as parlé de la masse en kilos. Tu ferais reprendre pour un professeur. Kilogramme. La masse c'est kilogramme. Absolument. En plus, me fait engueuler, décidément. J'achète 1000 oranges. Tout à fait. Donc, cette masse en kilogrammes, absolument. Alors, si je voilà, peux un coup de baguette sur les doigts. Si je peux rebondir sur la façon dont il faut rédiger, c'est toujours donner l'expression littérale. Donc, introduire le calcul, ce qu'on cherche, donner l'expression littérale, faire l'application numérique et évidemment les résultats dont on a parlé tout à l'heure.
On poursuit donc l'épreuve. Pour la suite, on considérera que la masse d'un atome de xénon est égale à la masse de l'ion xénon. Les ions xénon Xe+ de masse M pénètrent dans la chambre d'accélération en A. Donc on revient au schéma initial que Michel Fay décrivait tout à l'heure, avec une vitesse que l'on considérera nulle. Une tension électrique U constante est appliquée entre les grilles A et B. Donc je remontre voilà, le petit schéma qu'on vous a mis aussi sur le fil Twitter de l'émission. Ce qui nous arrive à la question 1.2.2. Margot, on reste avec vous. Déterminer l'expression du travail WAB FE de la force électrique FE appliquée à un ion xénon se déplaçant de la grille A à la grille B en fonction de petit e et de grand U. On donne la relation entre le champ électrique E, la tension U et la distance petit d entre les grilles A et B. E égale grand U sur petit d. Alors, c'est à vous. Alors, déjà, pour accélérer les ions, donc, il faut qu'ils soient soumis à une force, donc ici la force électrique grand F, qui est possible grâce au champ électrique entre les deux plaques E. Donc alors déjà, on va mettre l'expression littérale du travail de la force, grand F, qui est vecteur grand F produit scalaire vecteur AB. Et après, on traduit ça. Donc, le grand F, c'est Est-ce que vous pouvez rajouter A et B, peut-être, pour qu'on voit la chambre, voilà. Plaque A, Hop, Michel Fay, B, voilà. vitesse VA, qui est nulle. Voilà, égale 0. Et VB à la sortie. Voilà, très bien. Donc, travail de la force égale F scalaire AB. Donc, c'est égal à la force fois la distance AB fois le cosinus entre l'angle entre F et AB. Et comme F et AB sont les deux vecteurs sont collinaires, le cosinus, l'angle vaut 0, donc le cosinus vaut 1. Donc, on garde seulement QE, qui est l'expression de la force, et la distance D. Et après, On remplace... on remplace par les données de l'énoncé. Q, c'est E, la charge électrique, et E, c'est la distance, c'est D, comme donné dans l'énoncé. C'est ça, c'est Donc la on formule qu'on a dans simplifie l'énoncé, et on obtient le travail de la force entre A et B, qui vaut EU. E fois U. Ouais. E fois U. Anne, merci. Un commentaire là-dessus? Ici, c'est vraiment important, une fois de plus, pour le travail, de préciser l'expression littérale, éventuellement de joindre un schéma. Donc le schéma que vient de faire Michel Fay, Exactement. c'est-à-dire reprendre le schéma qui est donné au tout début de la question et le compléter avec les données qu'on vient d'obtenir. Tout à fait, et bien respecter la notation de l'énoncé. Par exemple, AB qu'on a dans la définition classique. Que Michel Fay avait oublié. On utilise la distance D. Moi aussi, je vais vous reprendre. Ben, c'est très bien. Donc on va remplacer AB en distance par la notation de l'énoncé qui est petit d, la notation de la charge électrique qui vaut petit e, de façon à répondre véritablement à la question. Juste un Michel mot Fay, aussi oui. qu'on pourrait rajouter. On dit que la masse de l'ion, c'est comme la masse de l'atome. Oui. On peut simplement dire que la masse des électrons étant tout à fait négligeable, Négligeable. par la masse des atomes, on peut donc On peut faire l'approximation. l'approximation sans aucun problème, ion et atome Atome. au point d'une masse. Ne pas hésiter à rajouter un peu de culture C'est générale, ce qui montrer qu'on permet sait des choses. d'avoir le petit plus Tout à fort. fait. Tout à fait. On poursuit sur la question suivante, toujours avec vous, Margot. Alors, on va essayer de ne pas faire tomber le parce qu'on l'a déjà pris sur le coin du nez hier, donc on va attention à ne pas le prendre sur le coin du nez aujourd'hui. La variation d'énergie cinétique des ions xénon entre les grilles A et B, alors donc c'est ECB moins ECA, est égale au travail de la force électrique sur ce trajet. On déduire que la vitesse d'un ion xénon à la sortie de la chambre d'accélération est donnée par la relation que je vais vous laisser lire, Margot. VB égale racine de... VB égale racine de 2EU sur M. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, dans cette question, on a une partie en fait de la réponse à la question précédente, puisqu'on a l'équation EU à laquelle on vient d'aboutir. Voilà. Et bien là, tout simplement, on redit simplement que d'après l'énoncé, on a la relation ECB moins ECA est égal au travail de la force. Après, on remplace ECB et ECA par les formules apprises en cours, c'est-à-dire 1 demi de MVB carré moins 1 demi de MVA carré égale EU. De plus, sachant que la vitesse en A est nulle, on peut mettre qu'on obtient seulement 1 demi de MVB carré égale EU. Et après, on simplifie pour retrouver l'expression VB égale racine de 2EU sur M. Voilà. Michel Fay, un mot? Un mot simplement. Attention de ne pas se tromper bien sûr dans les ordres et bien faire attention de ne pas respecter les unités. Et petit m bien sûr a été déterminé à la question d'avant, c'était la masse d'un seul ion de xénon. Et faire bien attention, comme vous venez de le faire, à ne pas
à bien écrire vos V et vos U, histoire Voilà. que les deux ne soient pas Grand confondus U, petit V. l'un pour l'autre. Hélène Mercier. Pareil pour cette expression. Donc petit M, si évidemment on ne l'a pas réussi à la calculer avant, il ne faut pas hésiter de toute façon à écrire tout ce qui est expression littérale, même si on n'a pas fait des calculs précédemment. Quatrième sous-partie de cette question, déterminer pour une tension accélératrique de 300 volts la valeur de la vitesse d'éjection des ions xénon. Commentez la valeur obtenue, Margot. Donc on arrive effectivement au bout de cette partie qui cherche à obtenir la vitesse de ces ions qui vont sortir de ce moteur, de ce propulseur ionique. Et là, on applique l'expression littérale qu'on vient de trouver à la question précédente. On remplace par les données qui nous sont données dans l'énoncé. Et on va obtenir une vitesse qui est égale à 2,10 fois 10 4 mètres seconde moins 1. Donc là encore, on fait bien attention aux chiffres significatifs et à l'unité. Absolument. Alors, je reprends. 10 puissance 4 mètres par seconde. 2,10. 2,10. Donc rien n'empêche de 10 puissance l'écrire. moins Non, 10 puissance 4. 4. Puissance 4. 4, ça. Rien n'empêche mètres de par l'écrire seconde. avec une unité plus Et quelle était la lisible. masse? On peut rappeler la masse de... La masse, c'était 2,18 10 J'en parlais bien devant le micro. kg. Ah, ouais. 2,18 Ouais. 10 moins 25 kg. Voilà. Voilà. Voilà, donc on aboutit à la vitesse d'éjection de 2,10 fois 10 puissance 4 mètres secondes. Commentez la valeur obtenue. Comment est-ce que vous commentez ça, Margot? Pour commenter, on se réfère à une valeur qu'on connaît. Donc là, en l'occurrence, la vitesse de la lumière. Mhm. Et on se rend compte Qui est de 3 10 puissance 8 mètres secondes. D'accord. Et donc on les compare et on voit que la vitesse obtenue est bien inférieure à celle de la lumière et qu'on est... On n'est pas dans le domaine on n'est relativiste. pas dans le domaine relativiste. Hélène Mercier. Donc ici, évidemment, si on n'a pas trouvé la valeur de la masse précédemment, c'est compliqué d'y répondre. On peut peut-être quand même avoir une idée du type de résultat auquel on a affaire. Rien n'empêche de remettre justement quelque chose en ce sens, en disant j'ai pas su faire le calcul, mais je suppose que la vitesse n'est pas très grande. Et conclure comme on vient de le faire. Si on s'est trompé, quels sont les indices qu'on n'est pas dans le bon ordre de grandeur, par exemple, sur ce type de questions? Clairement, si on a une vitesse qui dépasse déjà la vitesse de la lumière, on doit se poser des questions. On se doute qu'il y a quelque chose qui va mal, ou alors on est un génie, on vient de plier la relativité générale. Einstein. Non, Michel Fay n'est pas d'accord. Okay. Donc oui, toujours se poser des questions, en effet, sur la réalité de la valeur. Et puis si on n'est pas sûr, on peut mettre toujours à côté une petite remarque comme quoi on a des doutes sur cette valeur-là, mais qu'on ne trouve pas l'origine. Mais toujours, on va au bout, on essaie d'aller au bout, et si on se rend compte que le résultat est probablement faux, on note on pense que le résultat est faux, mais qu'on laisse, ça c'est toujours important, parce que c'est, Michel Fay, une façon de pouvoir éventuellement grappiller quelques points. Quelques points, laisser un résultat, je dirais, totalement débile, sans commentaire. C'est très très mal vu, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Michael, vous étiez arrivé au même résultat, ça vous a pas posé de problème cette partie-là? Tout pareil. Bon, tout pareil. Pas mieux, comme on dit aux chiffres et aux lettres. Allez, on va poursuivre avec vous justement, Michael, cet exercice, principe de la propulsion par réaction de la sonde spatiale. On désire illustrer le principe de la propulsion par réaction. On se place dans un référentiel R dans lequel la sonde Dawn est initialement immobile dans une région de l'espace éloignée de tout astre. La masse de la sonde Dawn avant le démarrage du moteur ionique est égale à MS égale 1240 kg. On étudie dans un premier temps l'éjection... 1000 kg, mince, j'ai failli m'en prendre une. On étudie dans un premier temps l'éjection d'un seul atome de xénon de vitesse vecteur VB par rapport au référentiel R. Après cette éjection, la sonde de masse MS moins petit m acquiert une vitesse vecteur S par rapport à R. Ce qui nous amène à la question, Michael, donner l'expression de la quantité de mouvement vecteur P1 de l'atome éjecté, ainsi que la quantité de mouvement vecteur P2 de la sonde de masse MS moins petit m. Après l'éjection de l'atome de xénon, le schéma ci-contre représente la sonde Dawn. Les vecteurs vitesse sont représentés sans souci d'échelle. On voit donc effectivement, je vais le montrer là aussi ici, la sonde Dawn avec le vecteur VB à la sortie ou à l'entrée, je ne vois pas, et le vecteur à la sortie, et le vecteur VS. Voilà. C'est ça. Donc, quelles sont toutes ces données? Qu'est-ce qu'on en fait, Michael? Déjà, on voit quantité de mouvement, on pense directement à la relation générale, à savoir le vecteur P de la quantité de mouvement est égal à la masse fois le vecteur V de la vitesse.
Du coup, ici, on fait pareil. Pour P1, on nous dit que c'est la masse éjectée, que c'est la quantité de mouvement de l'atome éjecté. Donc, De Lyon. De de Lyon, pardon. Enfin, Non, c'est un C'est un atome, puisque c'est Exact. éjecté. C'est un atome. Décidément, Michel Fay, vous perdez des points sur cette épreuve. Hein. Et du coup, voilà, exactement. On a la masse de l'atome petit m et le vecteur VB qui est le vecteur vitesse de l'atome. Et on fait pareil pour celui de la sonde. On fait ms, grand ms qui est la masse de la sonde moins petit m qui est la masse de l'atome qui est éjecté, donc qui n'appartient plus au système. Fois le vecteur VVS, le vecteur vitesse de la sonde. Et ça, c'est P2. Et c'est P2. P2. Attention c'est des grandeurs vectorielles. Hmm. Hélène Mercier, on a changé de partie du cours. Hein. On n'applique plus la même chose. Non, là on est en effet dans la partie plus donc mécanique. Donc il y a une partie en effet énergie, une partie mécanique pure. Donc là on est dans la partie mécanique. Et je voudrais qu'on rebondisse sur justement les masses pour P2, puisqu'il y a une petite approximation à faire. Voilà, donc pour Michael P2, Gallet. on a dit que la masse était grand ms moins petit m, sauf que on constate d'après l'énoncé que ms c'est 1240 kg, alors que la masse de l'atome de xénon c'est 2,18 fois 10 puissance moins 25 kg. Donc on peut très largement considérer que la masse de l'atome est négligeable par rapport à, Comme tout à la l'heure masse avec, du satellite. avec l'électron. Et le point entre l'atome et l'ion. Alors, on peut remarquer que les notations d'énoncés peuvent paraître pas très cohérentes. P1, MVB, P2, MSVS. Même si ça ne paraît pas très logique, on garde les annotations de l'énoncé. C'est bon pour le professeur qui va corriger. Pourquoi est-ce que c'est pas très logique selon vous, Michel Fay? Parce que disons que Vous êtes en train de critiquer la formulation en général, des normalement, épreuves de l'éducation un bon nationale. professeur essaye d'avoir des notations logiques. Il y a P1, on associera V1, il y a P2, on mettrait M2. Mais Voilà. celui qui a fait l'énoncé n'a pas été très très logique, mais on doit se plier à sa volonté. La sédition est partout, dans la méthode scientifique, y compris dans la critique des énoncés Voilà. officiels de l'éducation nationale. Très bien, donc on a abouti à ce résultat. Michael, on poursuit avec la suite de la question. Dans la situation étudiée, justifier la conservation de la quantité de mouvement du système sonde plus atome de xénon et l'égalité suivante, P1 plus P2 égale vecteur de P1 plus vecteur de P2 égale vecteur de 0. Voilà. Alors, ici, on justifie la conservation de la quantité de mouvement, P. Donc, on remarque que dans l'énoncé, ils nous disent que la sonde est dans un lieu de l'espace éloigné de tout astre. Donc, il n'y a aucune force qui s'applique sur la sonde. Pas d'attraction gravitationnelle, donc. Pas d'attraction gravitationnelle. On considère donc le système comme isolé. Et d'après la seconde loi de Newton, on a la somme des forces appliquées sur le système est égale à la variation de la quantité de mouvement sur la variation du temps. Sauf que il n'y a pas de force extérieure appliquée, donc cette variation de quantité de mouvement sur la variation du temps est égale au vecteur nul. Donc on peut donc écrire la relation vecteur P1 plus vecteur P2 est égal à vecteur nul. Très bien, et merci. Alors s'il y a bien une relation à retenir en mécanique, c'est bien celle-là. La deuxième loi de Newton, elle est vraiment extrêmement importante. Il faut la savoir par cœur, l'avoir comprise évidemment, et savoir l'utiliser dans tous les cas. Margot approuve ce que vous venez de dire. Oui, parce que c'est vraiment dans tous les exercices. Et dans les exercices de mécanique, quand on doit faire les équations horaires, on part de cette équation. Donc si on peut pas, en fait, on peut pas faire l'exercice. Michel Fay. En toute rigueur, rien n'est parfaitement isolé dans l'univers, donc on peut dire considéré comme isolé, c'est encore plus précis. Si une approximation, on peut estimer que les forces sont suffisamment faibles. Voilà, faible, Voilà. mais strictement. Et donc négligeables. Voilà, tout à fait. Et donc, pour poursuivre par le troisième point de cette question, toujours avec vous, Michael, on déduit l'expression de VS en fonction de VB, M, grand MS et petit m. Eh ben, on avait établi à la question 1.3.1, juste avant, que P1 est égal à petit m fois VB et que P2 est égal à grand M fois VS. Donc,
à la question précédente, on avait établi que P1 plus P2 égale à 0. Donc P1 est égal à moins P2. En vecteur. Donc, là, En vecteur. En vecteur. Ça, c'est une... Donc Et en valeur. C'est égal. on remplace les valeurs. On a petit m fois VB est égal à grand MS fois VS. Voilà. Et on aboutit à la relation en faisant une règle de 3 de grand VS est Donc, égal le à vecteur de sortie. vecteur de sortie, voilà, est égal à moins M fois VB sur grand MS. Alors, c'est la vitesse de la sonde. La vitesse de la Oui, sonde, la pardon. vitesse Oui, de la la vitesse de la sonde, autant pour moi. Vous avez raison. Et alors, ce qui est important de voir, c'est que les vecteurs en même direction, mais sans s'opposer. On dira, c'est du recul. Donc, Si l'atome avance, la sonde recule, d'où la vitesse qu'elle acquiert. Donc quand on nous demande l'expression de la valeur, ça veut dire qu'une valeur c'est positif. Donc ça veut dire que En valeur. VS c'est M fois VB sur MS. On ne tient pas compte. Et de- dans ce cas-là, on supprime bien sûr Voilà. les vecteurs. Bien sûr. Ce qui nous amène logiquement à au dernier élément de cette question, calculer la valeur de VS et commenter le résultat. On prendra VB égale 2,1 fois 10 puissance 4 mètres par seconde moins 1. Donc voilà, donc là on remplace juste les valeurs par des valeurs numériques et on aboutit à une vitesse VS de 3,7 fois 10 puissance moins 24 mètres par seconde. Donc c'est une valeur extrêmement faible, mais ce qui est logique puisqu'on la calcule pour un seul atome. un seul atome. Et ce qui va nous conduire logiquement à la suite de cette épreuve, puisque la logique est inépuisable dans les épreuves de physique-chimie de l'éducation nationale, quoi qu'en dise Michel Fay. En réalité, le moteur ionique éjecte en continu une grande quantité d'atomes de xénon et pas un seul. Il consomme 3,3 mg de xénon par seconde. Et ce qui nous amène, on va repasser avec vous, Margot, la sonde Dawn a une réserve de 450 kg de xénon, indiqué pendant combien d'années le moteur ionique peut fonctionner. Nicolas, je retire les oreilles. 400 kg. Kilogrammes, décidément, je vais jamais y arriver. Vraiment. Mais c'est à force de faire le marché, moi je demande des kilos. Eh c'est ben les oui, bêtises, qu'est-ce que vous vous ferez de bonnes affaires. Hein. Allez-y. Donc là, on connaît la masse, la masse totale qu'on éjecte, le temps d'éjection et on connaît la vitesse pour un seul électron. Donc on va faire une règle de proportionnalité pour trouver le temps, La durée de la fonctionnement. durée de fonctionnement. Mhm. Et on va donc d'abord on va trouver quelque chose en secondes. On va trouver 1,4 10 puissance 8 secondes. On va la transformer en années pour que ce soit plus parlant. On va trouver 4,3 ans. Et voilà. Et on peut se poser la question, 4,3 ans, c'est quand même pas très très long. Et quand on regarde, alors c'était pas noté dans le sujet en effet, mais on a dit tout à l'heure qu'elle avait été lancée en 2007 et qu'elle avait survolé Cérès en 2015. Donc on peut supposer qu'elle a voyagé globalement 8 ans. Donc on peut supposer que ces 4,3 ans, c'est si le moteur fonctionnait en continu, ce qui n'est pas le cas. Ouais, si c'était le seul moyen de propulsion, mais on sait qu'il y a plein d'autres choses qui donneraient lieu à d'autres épreuves, l'attraction gravitationnelle, L'assistance gravitationnelle. par l'assistance des planètes. gravitationnelle, exactement, Voilà. Michel Fay. Les éléments chimiques du tableau ci-dessous ont été testés pour faire fonctionner des moteurs ioniques spatiaux. Alors il y en a plusieurs, le sodium, le mercure, le césium, l'argon, le krypton et le xénon, avec l'énergie d'ionisation donnée en électronvolts et les propriétés. Ce qui nous amène à la dernière question de cet exercice. Bien que rare et cher, le xénon a été choisi comme gaz de propulsion du moteur ionique de la sonde Dawn. À l'aide des données, indiquez 2 arguments pour justifier ce choix. Donc Margot, quels sont, à votre avis, au regard de ce tableau, bien les arguments qui militent en faveur du xénon? Bah déjà, c'est un gaz inerte, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction chimique avec d'autres éléments. Donc, ce qui apporte plus de sécurité pour la sonde. Contrairement au sodium, mercure et césium qui sont corrosifs et toxiques. Et où? Et aussi, par rapport aux autres gaz inertes, c'est la plus faible. Le xénon a la plus faible énergie d'ionisation, donc c'est la plus avantageux pour faire fonctionner la sonde. Voilà, un mot de conclusion. Michael, vous étiez arrivé aux mêmes conclusions. Exactement la même conclusion. Hélène Mercier. Bon, sur cette question-là, sincèrement, il faut vraiment partir du sujet et puis réagir par rapport à ce que l'on sait du vocabulaire, donc inerte. Et puis, vous nous avez donné l'expression, la valeur de l'énergie d'ionisation au départ. Donc il suffisait de faire une comparaison. Michel Fay, un mot de conclusion, parce qu'on va pas faire la partie sur Cérès, parce qu'on n'a pas le Eh temps, bien, on va passer à l'exercice de chimie. Justement, ce système permet de pouvoir fonctionner pendant très très longtemps et permet, parce que la même vitesse avec des produits chimiques, des réacteurs classiques,
impliquerait d'apporter des sommes beaucoup, au moins 10 fois plus grandes, 4 tonnes au lieu de 400 kg, ce qui pose des problèmes et de coûts et de possibilités techniques. Voilà. Bon, on coupe celui-ci. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h40, nous continuons donc à réviser l'épreuve de physique-chimie pour le bac 2019. Il y a une deuxième partie de cet exercice qui valait 11 points sur la planète, l'astéroïde ou la planète naine Cérès que nous n'avons pas le temps de faire, mais on vous mettra le corrigé en ligne. On va passer à une autre partie qui est l'exercice donc de chimie, qui est un exercice du bac S 2017 pour les Antilles, intitulé « À la recherche de la vie dans l'espace ». Nous le faisons et le corrigeons avec Hélène Mercier, qui est professeure au lycée Sophie Barra à Châtenay-Malabry, deux de ses élèves, Margot Devineau et Michael Vialet, et avec Michel Fay, qui est professeur retraité du lycée Louis-le-Grand. Alors cet exercice de chimie, voilà le petit texte de l'énoncé que je vous livre. Des analyses récentes de la composition chimique de météorites indiquent que certains composés nécessaires à la vie peuvent se trouver en dehors de la Terre. Ces découvertes poussent de plus en plus les chercheurs à explorer le ciel en quête de planètes extrasolaires, motivés par l'espoir de trouver des planètes habitables et d'y détecter des traces de vie. On se propose dans cet exercice d'étudier quelques aspects chimiques de la recherche de la vie en dehors de la Terre. Hélène Mercier, quels sont les points du programme que cet énoncé appelle immédiatement? Alors cet exercice est vraiment très intéressant parce qu'il couvre vraiment les grands points importants du programme. Donc tout ce qui est spectre, infrarouge et RMN. Donc ici que infrarouge. Ensuite tout ce qui est réactivité en chimie organique avec justement les mouvements de doublés, liants, non liants, etc. Et puis la dernière partie qui est aussi très très importante, qui touche tout ce qui est titrage. Et celui-là, donc cette partie-là est intéressante parce qu'elle parle aussi bien d'un titrage pH métrique que conductimétrique, qui sont les deux grands titrages de l'année. Michel Fay, en un mot. On n'a pas beaucoup de temps. Je pense qu'on va mettre l'accent sur la partie titrage, et parce que c'est vraiment un grand classique, on peut dire, plus des 2/3 des sujets de chimie ont un dosage ou un titrage. Le temps de t'en compter, je pense qu'on va pouvoir, quitte à revenir un peu après la partie. D'accord, donc on passe directement 2. à l'exercice, à la partie 2. Puisqu'il y a effectivement une partie 1 et une partie 2, on va aller directement alors à la partie 2. À la partie 2, on va y aller avec Michael. C'est vous qui avez préparé, Michael? Oui. Ok, super. Alors, donc, je lis l'énoncé. On réalise un titrage afin de déterminer avec précision la concentration molaire d'une solution aqueuse S de glycine. Dans l'eau, la glycine se trouve sous la forme NH3+, CH2, COO-. Dans un premier temps, on prélève un volume V0 égale 25 ml de solution S et on ajoute un volume d'environ 100 ml d'eau distillée, puis on titre par une solution d'hydroxyde de sodium Na+HO- de concentration molaire CB égale 0,100 mol par litre -1. Le titrage est suivi par pH métrie et par conductimétrie. Les courbes de titrage pH égale VFB et sigma égale GVB sont données ci-après. L'équation de la réaction de titrage considérée comme totale est NH3 plus CH2 COO- plus HO- donne NH2 CH2 COO- plus H2O. Il y a quelques données de conductivité molaire. Voici la première question. Après avoir identifié la courbe donnant la variation de la conductivité en fonction du volume de titrant ajouté, expliquez qualitativement son allure. Michael. Eh bien, là, ça va être très simple. Alors, j'ai un petit tableau. En fait, on titre une espèce qui a des ions en rajoutant d'autres ions pour qu'ils réagissent, qu'ils précipitent ou qu'ils donnent une nouvelle espèce. Et ça va être cette différence de conductivité qui va nous donner une évolution de la conductivité sur la courbe. Donc, le choix de la courbe qui est demandé, donc on nous demande de choisir entre une courbe de pH et une courbe de conductimétrie. La courbe de pH, en général, c'est très caractéristique puisque c'est un S qui a été étiré. Et aussi, donc, une courbe de conductimétrie qui est en général une suite de droites d'inclinaison différentes. Ici, quand on parle de conductimétrie, clairement, c'est la courbe avec les deux droites, donc la courbe A. Puisque je précise, voilà, je vais le remontrer aussi, on vous a mis tout ça sur le fil Twitter de l'émission, puisque je précise que vous pouvez suivre cette émission également en vidéo via le fil Twitter de France Culture. Donc vous allez, voilà donc les deux courbes qu'il faut identifier. Michael.
Et ben donc voilà, donc la courbe A, c'est la courbe de conductimétrie, donc son allure. J'ai donc mis déjà au tableau la courbe de conductimétrie avec deux parties, deux droites pratiquement, qui est en un point brusquement ou en un changement de pente. Ce point-là va correspondre, on verra, au volume versé à l'équivalence. Voilà. Et donc, alors, avant le point d'intersection des deux droites, en fait, à chaque OH ajouté, il disparaît un amphion en forme de produit de la réaction qui a une conductivité ionique molaire faible. Donc, au fur et à mesure de la réaction, on en produit de plus en plus. Donc, la conductivité augmente, mais doucement. Ensuite, on ajoute aussi des ions Na+, qui participent à la faible augmentation de la conductivité. Alors, il a utilisé le terme d'amphion. L'amphion, en fait, c'est la forme que prend la glycine, c'est-à-dire avec une charge plus et une charge moins. Donc, une charge plus sur l'azote et puis une charge moins sur le groupe COO. Donc voilà. Et après le point d'intersection des deux droites, les amphions ont tous été titrés. On continue d'ajouter des ions OH- qui ont une forte conductivité ionique molaire en plus des Na+, donc la conductivité augmente plus fortement et la pente de la droite est plus forte. Très bien. Voilà. Margot, pareil, même résultat, pas d'observation. Non, Ça pose pareil. pas de problème, ça? Non, sur ça va, le c'est vraiment titrage. que de l'analyse Oui. de De graphique. graphique. Simplement, ce qu'on peut rajouter, Michel Fay. c'est qu'en conductimétrie, la première partie peut monter, peut être horizontale, voire descendre. La seconde partie sera toujours croissante. Et la conductimétrie, comme la pHmétrie, c'est un titrage, c'est aussi un dosage. Mais un dosage peut ne pas être un titrage et peut ne pas être ça peut être par exemple par étalonnage. Et merci. Dans la technique pour décrire justement l'allure de la courbe, c'est important de démarrer en regardant l'équation et en choisissant, en identifiant bien tous les ions qui interviennent dans la réaction, qu'ils soient réactifs au produit. Ensuite, regarder les conductivités molaires et puis regarder en effet les différences qui se créent avant et après le point d'équivalence. Deuxième question, toujours avec vous, Michael. Pourquoi la méthode de suivi pH métrique n'est-elle pas exploitable? Eh bien, en fait, la courbe de pH-métrie est censée ressembler à un S étiré. Cependant, là, sur le graphique, on constate que ça ressemble pas à grand-chose. Non, ça ressemble à une sorte d'avant de voiture, de sport. Exactement, Hein, exactement. Vous l'aviez pas vu comme ça. Et, Regardez, vous voyez. Voilà. et donc, cette courbe n'est pas exploitable, donc on préfère Le saut de utiliser la pH courbe. est très très Voilà. large. Le pas saut de marqué. pH n'est pas très visible, donc on préfère utiliser la courbe de titrage par conductimétrie. Et Alors merci. on pourrait peut-être éventuellement en tirer autre chose de cette courbe si on avait utilisé la dérivée du pH par rapport à la variation de volume de solution ajoutée. Et dans ce cas-là, on aurait obtenu une courbe supplémentaire, un pic qui aurait pu nous donner le volume à l'équivalence, On aurait une ce qui n'est courbe pas le comme cas ça. ici. On aurait, voilà, c'est ça. Donc une courbe beaucoup plus marquée. Voilà, Voilà. par dérivée. D pH sur dV. Et là, on aurait un pic qui correspondrait à l'équivalence. Voilà. Mais encore faut-il avoir un ordinateur pour faire cette dérivée. Margot, vous vouliez intervenir? Non, c'est pas pas du- vrai. D'accord, c'est pour plus tard. Ok, très bien. Et troisième et dernière question de cet exercice de titrage, déterminer la concentration molaire CS de la solution aqueuse de glycine en expliquant la démarche suivie. Margot, ouais. Alors donc là, pour commencer déjà, on doit utiliser une phrase magique qui a appris au tout début de l'année justement pour le titrage, qui est à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation qui est donnée dans l'énoncé. Et à partir de cette équation, on va pouvoir mettre les quantités de matière des deux réactifs. Donc N glycine égale N HO-. Et avec la formule de la concentration Alors la définition. la définition de la concentration molaire. Donc C est égal à quantité de matière sur volume. On va exprimer la quantité de matière des deux réactifs. Donc on va avoir C solution fois V prise d'essai est égal à C soude fois volume équivalent qu'on obtient grâce au graphique. Donc avec la conductimétrie, c'est le point d'intersection des deux droites. Et donc on va exprimer la concentration de la solution.
Donc c'est C solution égale à C soude fois V équivalence. C solution. Oui. V solution, c'est ça? Ouais, égale C soude C'est CB fois CB fois VB. V ec. B équivalent. Et ouais. donc on a CS est égal à CB fois VBE sur VS. Donc on aura déterminé le volume à équivalence en utilisant l'échelle qui est sur le graphique pour avoir une plus grande précision. On a un volume équivalent qui vaut 12,3 millilitres. Et donc en utilisant les données de l'énoncé, le volume équivalent et en faisant attention aux chiffres significatifs, on obtient Toujours. une concentration qui est égale à 4,8 10-2 mol litre-1. Alors, Hélène Mercier, oui. deux choses concernant le graphique. Donc en effet, c'est un graphique avec des échelles, donc il faut être précis, il faut utiliser l'échelle pour pouvoir déterminer le plus précisément possible le volume à l'équivalence. Et puis, en ce qui concerne la première partie, donc ne pas oublier la phrase magique de tout à l'heure. C'est très très important, Que vous puisque pouvez nous répéter, histoire qu'on la prenne en note si on est en train d'écouter cette émission pour réviser son bac. à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation. L'équivalence. Voilà, Les Michel réactifs Fay est en train de la ont noter été sagement au tableau. On arrive dans les un mot de conclusion l'un et l'autre sur cette épreuve de chimie, des difficultés particulières, Margot. C'est plus dans l'analyse, par exemple, des spectres. Oui, dans la première qu'on partie. Dans la première partie, il oui. faut être bien précis quand on analyse et bien identifier toutes les questions. Et sinon, Michael, pareil. Voilà, il faut juste faire gaffe sur l'analyse spectrale surtout. Il faut être bien précis, pas se tromper dans les valeurs, surtout sur les pics. On n'en a pas parlé, mais voilà. C'était les petits pièges de cette épreuve. On arrive donc dans les dernières minutes de cette émission. Peut-être pour conclure, un petit mot ou des petites considérations. Si vous avez des questions d'ailleurs à nous poser, vous pouvez nous les poser en direct sur le fil Twitter de l'émission, sur l'épreuve en général de physique-chimie ou sur les révisions. Michel Fay, il y a quelque chose que vous nous aviez révélé l'année dernière et qui est un peu votre fer de lance. C'est que vous dites à niveau égal, on peut avoir 3 à 4 points de plus. Expliquez-nous comment. Tout à fait. Alors déjà, première chose, il faut ne pas s'enferrer. Asseyez-vous. Merci, Nicolas. D'abord, première chose, il ne faut pas s'enferrer sur un exercice. Il y a un truc tout bête. Eh bien, on regarde, on a 3h30, c'est-à-dire 210 minutes pour faire une épreuve de 20 points. On dit 1 point, 10 minutes, et ça donne le temps d'un exercice. On a un exercice sur 5 points, on va y consacrer au maximum 50 minutes. Après, on passe au suivant. Première chose, ne jamais laisser un exercice en blanc. Il faut toujours commencer un exercice. Celui qui ne commence pas l'exercice perd au moins 1 point minimum. C'est rare qu'on n'ait pas de points quand on a débuté un exercice. On peut toujours dire des choses. Deuxièmement, les trucs tout bêtes aussi, c'est on commence toujours par l'exercice qui paraît le plus facile. Pas compliqué. Le pain blanc d'abord, le pain dur après. Le pain noir à la fin. Pain noir à la fin. Autre chose encore qu'il faut faire aussi, ne pas hésiter à faire les schémas, faire de beaux schémas et pas le format timbre-poste. Un beau et Toujours grand prendre de la place sur sa copie. Autre chose aussi, ne pas faire de brouillon. Le brouillon, c'est une perte de temps et on peut faire des erreurs en recopiant. Pour cela, on prépare 3 exercices au départ, on prépare 3 copies. Une copie par exercice. Si vraiment on sent qu'un exercice ne va pas, on peut recommencer une feuille, mais ça ne va pas jouer sur les autres exercices. Point important. On peut écrire mal parfois. Même beaucoup d'élèves écrivent mal. Et certains écrivent en plus. Pas Margot et Mickaël qui écrivent remarquablement bien, Voilà. comme on peut le voir sur les Mais fiches moi, qu'ils ont j'écris tapées mal. Voilà. Eh bien, dans ce cas-là, sur leur ordinateur. dans ce cas-là, si on écrit mal, et il ne faut pas écrire petit. Donc, dans ce cas, on écrit assez gros et assez espacé. C'est beaucoup plus facile pour le correcteur. Et merci à vos trucs. Alors, Vos petits trucs de l'épreuve, Donc, pour être sûr. comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lire bien l'énoncé dès Jusqu'au le départ jusqu'au bout pour voir un petit peu les exercices sur lesquels on a plus de facilité, cocher les questions qui semblent faciles et puis commencer par l'exercice qui comporte le plus de questions pour pouvoir en faire un maximum. L'objectif, c'est de montrer ce qu'on sait faire
pas de montrer ce qu'on sait pas faire. Donc montrer ce qu'on sait faire. Ensuite, pour rebondir sur ce que disait Michel, c'est jamais finir en catastrophe aussi. Toujours prévoir 5 minutes. Donc ça veut dire s'organiser dès le départ. Quand on rentre dans la salle, on demande 3 feuilles, on pré-remplit les en-têtes parce qu'elles sont très longues. Et on a déjà donc plusieurs copies de prêtes. 5 minutes avant, on s'arrête, on relit, on regarde. Même si on n'a pas terminé, même si on sent que j'arrive au bout de l'exercice, que je vais y arriver, que je vais avoir le dernier résultat, 5 minutes avant, je m'arrête, je ne fais pas la dernière. Peut-être pas 5 minutes, mais peut-être prendre 2-3 minutes, au moins pour relire, pour voir qu'on a paginé aussi, qu'on a bien tout mis aussi. Toutes les feuilles, sans oublier les annexes à la fin, ça arrive. Si on sort de la salle et qu'on se rend compte qu'on a oublié l'annexe, c'est trop tard. On ne peut plus récupérer la feuille. Un point aussi, il faut lire l'énoncé jusqu'au bout parce que parfois la réponse d'une question c'est ce qu'on a on l'a vu vu tout à l'heure. Aujourd'hui, la vitesse était donnée à la question d'après. Donc ça permet Celui de qui a vérifier pas les lu, voilà. résultats. Et ça permet de continuer aussi. Mickaël et Margot, vous avez des trucs particuliers, vous, dans vos révisions, sur l'approche quand vous êtes en épreuve, sur les examens blancs qui vous permettent de vous tranquilliser, en tout cas d'arriver à peu près serein jusqu'à la fin de l'épreuve, Mickaël? Je suis pas de nature très stressée, mais juste si on travaille bien, qu'on pense qu'on a assez travaillé, il n'y a pas de raison d'avoir peur de rater ni rien. Margot? Moi, complètement différent, je suis très stressée. Donc... vous l'avez pas montré aujourd'hui, en tout cas, oui. C'est remarquablement détendu. Justement, si je suis bien préparée et que je sais que je connais et tout, et pendant l'épreuve, pas hésiter à même 1 minute, juste dire on reprend ses esprits, on se détend. Et on enchaîne. Souffle. On va pas à toute allure quand on lit le sujet. On essaie de se poser calmement pour le lire vraiment jusqu'au bout, sans se précipiter, sans rater la moitié des mots. C'est pas du temps perdu. C'est pas du temps perdu. C'est même du temps de gagner. Parce qu'en reprenant son souffle, justement, on va remettre les idées en place et on va éviter de perdre des points bêtement. Le secret de votre flegme, Mickaël, quel est-il? D'où vient ce tempérament indémontable? Je pense que je dors juste bien le soir. Voilà. Le sommeil, c'est important. Un dernier point ici, Michel Fay. Vérifier qu'on rend toutes ses copies. Chaque année, sur un paquet de 100, il y a toujours 1 ou 2 élèves qui ont oublié de rendre une feuille. Donc, comme rappelait Hélène, pas de panique à la fin. On note toutes ces pages du style 1, 11, 2, 11, 3, 11. Vous pouvez être sûr qu'on rend tout. C'est un peu dommage. Hélène Mercier, pour conclure. Alors, oui, mettez-vous le correcteur dans la poche. Faut savoir qu'un correcteur... Ça ne veut pas dire mettre un billet dans le... C'est pas ça, on ne met pas un billeton dans la copie. Ça veut dire avoir une copie, même si on écrit mal, qui est claire, qui explique bien, qui détaille les raisonnements, qui encadre les solutions, on fait des réflexions à côté des résultats pour dire si on trouve que c'est correct, si ça l'est pas, etc. Et... voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et on pense qu'évidemment, le correcteur, il n'a pas qu'une seule copie à corriger, qu'il en a plutôt 100, 150, voire 200, et que donc plus on l'aide, plus on l'accompagne. Alors on n'est pas dans ces valeurs-là, en effet, mais en effet, beaucoup de copies avec des notations différentes, avec des écritures différentes, c'est lourd, c'est long. Et donc en effet, le fait de faire attention à tout ça, ça permet de gagner des points. Voilà, et on pense aussi à tous les camarades correcteurs du bac qui vont avoir ces merveilleux tas de copies à corriger, qui vont essayer de mettre les meilleures notes possibles. Merci beaucoup en tout cas à tous les 4. Merci Michel Fay, merci Hélène Mercier, merci beaucoup Margot Devino, merci Mickaël Vialet. Bon courage, merde pour l'épreuve, mais on n'a pas trop d'inquiétude après la performance que vous venez de donner aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Ève Etienne, Éléonore Pérez, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, eh bien, on poursuit les révisions, même dispositif demain en mathématiques. Autant vous dire que le tableau noir va être très très usé à la fin de l'heure. Il va y avoir de la poussière de craie dans l'air. D'ici là, toutes vos questions, vos doutes, vos inquiétudes, vos angoisses existentielles sur le bac, on y répond sur notre fil Twitter @laméthode FC, et on en reparle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire. France Culture.